Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Audrey Roncalli. Elle est la présidente de l'APEDIS 85. APEDIS veut dire association de parents, d'enfants et d'adultes porteurs de troubles 10. L'inclusion scolaire ou éducation inclusive est une démarche dont l'objectif est de rendre accessible l'école ordinaire à tous les enfants. Une loi existe dans ce sens depuis 2005. Les intentions à la base sont louables, mais qu'en est-il de la réalité sur le terrain scolaire? Pour en parler, Audrey Roncalli, vous êtes présidente de l'APEDIS 85. On va parler de troubles 10 et TDAH ou AH. Alors des sigles, ça veut dire quoi derrière? Alors 10, ça veut dire comme les troubles 10, comme la dyslexie par exemple, ou la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie, on en a plusieurs. Et puis TDAH, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. En France, 6 à 8% des enfants en âge scolaire sont touchés par ces troubles. Vous confirmez? Oui, ça représente en Vendée un certain nombre d'enfants, effectivement. Les chiffres sur les enfants, je ne les ai pas, mais sur la population globale de la Vendée, si on fait un pourcentage moyen, on est à peu près à 50 000 Vendéens, enfants et adultes, qui seraient touchés. C'est beaucoup, là, selon... C'est beaucoup, mais tous ne sont pas diagnostiqués. Ces troubles se traduisent comment? Des difficultés d'abord dans l'apprentissage scolaire. C'est un petit peu là où ça va se voir le plus, mais aussi dans le quotidien. Un enfant dyspraxique peut être en difficulté pour s'habiller, pour couper sa viande, pour se repérer dans l'espace. Un adulte dyspraxique peut être perdu dans un magasin avec plein de rayons. C'est dans le milieu scolaire que l'on remarque, l'on diagnostique justement ces troubles? Alors souvent on va le remarquer à la maison, mais on va aussi le remarquer pour la dyslexie, par exemple, au moment où l'enfant va apprendre à lire. C'est là qu'on va avoir un retard d'apprentissage de la lecture qui va alerter à la fois les enseignants et les parents. Ce n'est pas l'école qui diagnostique, c'est bien le rôle des médecins. Et pour ça, ils sont aidés par des professionnels de santé, les orthophonistes, les psychomotriciens, les neuropsychologues, les psychologues aussi, les ergothérapeutes, qui peuvent faire des bilans et permettre de détecter plus finement la réalité d'un trouble 10 ou d'un TDAH. Pourquoi cet engagement d'Audrey Roncalli, justement, à la tête d'une association comme l'APEDIS 85? Alors déjà, je suis enseignante spécialisée depuis 20 ans, donc j'ai fait ce choix dès ma formation d'enseignante d'aller auprès des publics en situation de handicap. C'est pas vraiment un choix et un engagement personnel qui me touchait énormément. Et puis aussi parce que à l'âge de 8 ans, on a diagnostiqué un TDAH à mon fils. Et donc je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, même en tant qu'enseignante spécialisée, finalement, j'en savais très peu sur le TDAH. Par suite, il a eu un diagnostic de dysgraphie, trouble de l'écriture, et de dysorthographie, donc il pouvait apprendre ses règles d'orthographe, mais incapable de les appliquer à l'écrit. Tout ça a nécessité un accompagnement soutenu par des professionnels de santé, les enseignants qui se sont pour la plupart beaucoup mobilisés autour de lui, et il a pu être en réussite scolaire, et même là, actuellement étudiant, il est plutôt en réussite. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de familles qui étaient en difficulté, qui ne connaissaient pas tous les rouages, qui n'avaient pas forcément les bons codes pour solliciter les bonnes aides. Et je me suis dit qu'à un moment donné, toute cette expérience, il fallait peut-être en faire quelque chose. Et avec d'autres familles que je connaissais, qui avaient vécu un peu le même parcours, on s'est rassemblés et on a créé APEDIS 85, puisque en Vendée, on ne trouvait pas de structure qui puisse nous aider ou répondre à nos questions. Alors on l'a créé nous-mêmes. Le quotidien des parents est difficile? Oui, le quotidien des parents est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut s'imaginer. On a l'impression que, comme ça ne se voit pas sur la tête des enfants, c'est léger, c'est pas vraiment un handicap, c'est pas très lourd. Mais on a des discussions très régulières avec les membres de l'association et encore aujourd'hui, on était en discussion ce matin sur la difficulté d'être un parent d'enfant TDAH avec un trouble attentionnel et de l'hyperactivité, où c'est un quotidien à 100 à l'heure, où on n'a pas 5 minutes pour se poser, où il faut être vigilant tout le temps, où l'enfant oublie énormément de choses, donc il faut lui rappeler. C'est usant. On a des parents qui, il faut le dire, font des burn-out parce que c'est très très fatigant d'être comme ça en permanence sur le qui-vive dans l'accompagnement d'un enfant qui lui-même peut être en souffrance en grandissant parce qu'il se rend conscience de ses troubles. Donc il y a cet accompagnement aussi psychologique et l'estime de soi, la confiance en soi des enfants en prend un coup.
Et à ce moment-là, en tant que parent, on est obligé d'avoir une multitude de casquettes auxquelles on n'était pas préparé. La démarche de déclarer l'enfant victime de ces troubles, elle est aussi évidente que cela ou pas? Non, pas du tout. Alors je pense que là, depuis 2023, on va avoir plus de facilité avec l'ouverture des plateformes de coordination et d'orientation, qui sont une très très belle nouveauté. Celle pour les 0-6 ans existe déjà depuis quelques années, mais celle pour les 7-12 ans vient juste d'arriver. Jusqu'à présent, ça restait quand même pour la plupart un parcours du combattant. Aller voir son médecin traitant, obtenir des rendez-vous pour un orthophoniste, ça peut être très très long pour détecter une dyslexie ou une dysorthographie, une dyscalculie ou une dysphasie. On va passer par l'orthophoniste, on a des délais astronomiques. D'ailleurs, les orthophonistes eux-mêmes sont malheureux de cette pénurie. Est-ce qu'on peut entendre aussi qu'il y a un refus de cette vérité ou un déni de ce diagnostic de la part de certains parents par rapport à leurs enfants? Ça peut arriver, ça peut être difficile aussi pour certains parents. Ce n'est pas forcément la majorité, moi je dirais. Je pense qu'on a beaucoup de parents qui sont surtout démunis, qui aimeraient bien aider leurs enfants, mais qui ne trouvent pas forcément les portes ouvertes pour ça. Les délais d'attente pour avoir des suivis sont très longs, le manque de professionnels retarde les choses. Et puis quand vous êtes à ce point en difficulté qu'il faut nécessiter un dossier à la MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, on va avoir ce besoin d'avoir une validation par un professionnel de santé, on va dire un petit peu plus expert de l'enfance, un pédiatre ou un pédopsychiatre. Et là, les délais se rallongent encore. Donc c'est encore du délai avant d'avoir des prises en charge, des suivis, des accompagnements. Heureusement, les enseignants peuvent mettre des aménagements scolaires tôt en place. Et comment la Pédis intervient justement dans ce parcours, dans cette démarche, dans ce processus? Alors on a 3 axes au niveau de l'association. Déjà le soutien, l'entraide et le partage entre membres de l'association. Donc il y a vraiment cette émulation, cette paire aidance qui est quotidienne. Qui est un grand soulagement pour se sentir moins seul, qu'on soit au début du parcours ou avec un jeune de 17-18 ans. Le soutien entre les membres est vraiment quelque chose d'important, c'est une force. Et puis, on va apporter aussi des fois des regards un peu plus aguerris. Et puis, on va aussi faire de la sensibilisation, que ce soit au niveau des parents, dans les établissements scolaires. On va être partenaire aussi de pas mal de plusieurs structures pour arriver à essayer de faire avancer les choses sur le plan du dépistage. On aimerait bien, par exemple, un jour, le rêve, ce serait qu'en Vendée, il ouvre un CESAD, un service de suivi d'accompagnement pour les troubles 10. Pour l'instant, ça n'existe pas, ça existe dans d'autres départements. On peut rêver. Vous parliez tout à l'heure de réussite scolaire. Il y a des réussites scolaires? Bien sûr. Il y a des réussites scolaires qui sont très belles. Il y a des souffrances scolaires aussi qui sont terribles. Et je pense qu'il faut entendre que sur chaque parcours de réussite, tout n'a pas toujours été rose non plus sur le chemin. Il peut y avoir du harcèlement scolaire parce que vous êtes l'enfant différent, parce que vous êtes l'enfant qui a un ordinateur en classe. Pour certains, ça envoie du rêve. Voilà, là, t'as de la chance, t'as un ordinateur. Et puis pour d'autres, vous êtes le paria parce que vous avez un ordinateur. Et vous sentez que le regard quand même évolue? Oui, heureusement, le regard évolue, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, moi je trouve. On a encore beaucoup d'enfants qui, quelque part, sont accompagnés, mais pas autant que ce qu'on aimerait. Des enseignants qui eux-mêmes le disent, qu'ils aimeraient plus de formation et plus d'accompagnement dans la prise en charge des aménagements pédagogiques qu'ils doivent faire. Le temps n'est pas extensible non plus pour eux. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a ce besoin, cette envie d'avancer de tous les côtés, mais aussi des freins par manque de formation, par manque de temps, par manque d'accompagnement. Et les parents aujourd'hui ont envie de se mobiliser, ont envie de faire avancer les choses. C'est pour ça qu'on a beaucoup de parents qui s'investissent dans l'association, beaucoup de bénévoles aussi qui sont présents pour aller auprès des enseignants, aller auprès des institutions, mettre en lumière un petit peu aussi tous les enfants et leurs besoins. Oui, on a des belles réussites pour répondre à votre question. On a des jeunes qui font des études, qui sont étudiants, qui réussissent dans leur vie, qui réussissent leur diplôme, qui ont des postes à responsabilité dans des entreprises, qui peuvent avoir des aménagements. Et ça, ce sont de belles victoires, entre guillemets. Oui, on a envie de les mettre en lumière, effectivement. Oui. Alors, je vous propose de faire une pause avant de conclure ce rendez-vous avec le coup de pouce aux assos, qui évoque aujourd'hui la Ligue contre le cancer. Colline Davy, journaliste à TV Vendée, tend le micro au docteur Mouin Jomaha. C'est le coup de pouce aux assos, produit par TV Vendée. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve la Ligue contre le cancer de la Vendée parce qu'Octobre Rose arrive, la Joséphine arrive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour commencer à quoi ça sert la Joséphine pour vous ? Alors pour nous, la Joséphine, c'est une manifestation, effectivement, tout le monde la connaît maintenant, mais elle sert finalement à
à promouvoir le dépistage contre le cancer du sein notamment, et ça permet effectivement à la ville de La Roche-sur-Yon de s'inscrire avec nous dans le partenariat pour lutter contre ce cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Alors si j'ai bien compris, c'est pour récolter des fonds globalement pour plusieurs missions après que vous avez ? Alors oui, la mission principale, enfin l'intérêt principal de la Ligue, ce n'est pas de récolter des fonds, c'est d'aider notamment les patients et leurs aidants à mieux supporter le cancer. C'est aussi d'aider à la recherche contre le cancer. Alors là, Octobre Rose, c'est un focus sur le cancer du sein, mais notre mission, c'est l'ensemble des cancers, évidemment. Et puis, on a toutes les mesures de prévention. Donc, la Joséphine est une grosse manifestation. Effectivement, cela rapporte beaucoup de fonds à la Ligue pour justement aller dans le sens de ces missions-là, et notamment l'aide et le support aux malades. Voilà. Et alors justement, on parle de la Joséphine, on parle aussi d'Octobre Rose, parce que plus globalement, il n'y a pas que cette course, vous êtes ailleurs. Non, évidemment, nous sommes ailleurs, puisque Octobre Rose, c'est l'ensemble des manifestations finalement, c'est le mois de la prévention contre le cancer du sein. Donc effectivement, pendant ce mois-là, qui est effectivement maintenant international, il y a un ensemble de manifestations de beaucoup de nos partenaires et d'autres associations et même d'individus pour aider dans cette mission de lutte contre le cancer du sein, effectivement. Et alors comment les gens qui nous regardent peuvent vous aider ? Est-ce qu'il faut aller à votre rencontre ? Est-ce qu'il faut être bénévole de l'association ? Expliquez-nous un peu. Alors on peut toujours venir à notre rencontre évidemment, puisque notre mission c'est d'informer aussi le public, informer les patients. On a, je vous disais, des missions d'aide et de soutien aux malades. On ne touche jamais tout le monde, donc l'idéal évidemment ce serait que l'ensemble des patients soient informés et aidés par la Ligue. Donc on peut venir, on peut nous aider, idéalement en étant bénévole, donc c'est un appel aussi, c'est important. Toute association a besoin de bénévoles, donc on peut venir nous contacter, effectivement. Il y a un stand d'ailleurs aux flâneries pendant le mois d'octobre où nous serons présents tous les jours, donc c'est aussi un moyen, sinon au comité. Voilà. Donc on a toujours besoin de personnes pour nous aider dans cette mission, effectivement. Et bien vous l'avez compris, on a toujours besoin de monde donc pour aider la Ligue contre le cancer. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, les coordonnées vont s'afficher. Et puis moi je vous laisse pour une prochaine chronique associative la semaine prochaine. Merci à vous. Retour sur le plateau, il y a une asso pour ça, avec Audrey Roncalli, présidente de l'AP10 85. En conclusion, octobre, c'est le mois des 10. Pourquoi ? Le 10 octobre, c'est la journée des 10. Alors pendant tout le mois, on met en lumière aussi les troubles 10. Et aux alentours de cette date, tous les ans, on organise quelque chose, un grand coup de projecteur sur les troubles 10. Et je suppose que toutes ces informations-là, y compris pour ce qui va se passer justement au cours du mois d'octobre, mais tout au long de l'année, vous avez les réseaux sociaux qui animent justement votre marque et puis votre association, c'est bien cela ? Le site internet aussi, et on a un numéro de téléphone, le numéro 10, comme ça vous pouvez appeler notre numéro de téléphone sur notre site pour avoir du soutien et de l'aide. Merci Audrey Roncalli. Je rappelle que ce programme, il y a une asso pour ça, est produit par TV Vendée, la maison départementale des associations de Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Au revoir.